Champlain a de toute évidence une préférence pour Trois-Rivières. Pour Champlain, Trois-Rivières est une position stratégique, tactique et commerciale. Il n'a jamais rien dit de tel au sujet de Québec. C'est pas les Européens qui inventent le commerce. Il y avait un réseau commercial autochtone et Trois-Rivières, entre autres, était une place de commerce. D'ailleurs, Trois-Rivières est, dans leur tradition orale, un lieu de passage. Donc, ils viennent ici habituellement à l'été, à l'île Saint-Quentin, un peu partout sur le plateau. Il faut se remettre à l'œuvre immédiatement parce que il y a beaucoup de travail à faire. Cette Nouvelle-France que célèbre chaque été la ville de Québec n'a rien de commun avec ses débuts modestes au XVIIe siècle. En 1634, la jeune colonie ne comptait que quelques dizaines de personnes. À peu près 90% des gens qui sont venus, y compris dans les toutes premières années, sont des gens qui signaient un contrat de 3 ans. Et on le voit bien d'après le contrat, leur salaire est versé en France à leurs femmes qui restent là, ils donnent une procuration à leurs femmes, etc. C'est marqué dans les contrats. On est en France, en Normandie, pour consulter les archives locales et départementales qui sont ni consultables ni accessibles autrement que sur place. On vient aussi sur les traces de la Violette, parce que la Violette, s'il n'était pas normand, a sûrement parcouru la Normandie, du moins les ports de Honfleur ou Dieppe, d'où la plupart des immigrants français s'embarquaient vers le Canada. Plusieurs de ces colons français provenaient de la région de Normandie. Ainsi, au cours du XVIIe siècle, la communauté de Tourouvre a vu partir des dizaines de ces jeunes hommes pour le Nouveau Monde, ce qui explique la présence de ce musée consacré à la vague d'émigration vers la colonie. De la Violette, pas de traces dans les banques de données du musée. Et c'est quand même une population assez modeste qui part, donc on n'a pas les moyens de s'installer à l'hôtel, et puis à l'époque l'hôtel n'existe pas, donc on s'installe déjà dans le bateau. Et dans le bateau, on va vivre dans l'entrepont, puisque ce sont des navires de commerce qui font la traversée. La priorité, ce sont les marchandises, donc on installe les passagers dans l'entrepont. L'entrepont, c'est un espace comme ici, il n'y a pas d'arrivée d'air direct, ni de lumière, ni d'air. Donc ce sont quand même des conditions difficiles, d'autant plus qu'il y a une grande promiscuité, qu'il n'y a quasiment pas d'hygiène, que la nourriture, c'est pas facile tous les jours. Et beaucoup de percherons partent avec leurs femmes et leurs enfants. Donc on a des familles entières qui partent, ce qui fait qu'on a un panorama assez représentatif de ce que pouvait être la population française à l'époque. Pour le Perche, par exemple, c'est 282 personnes. Alors, 282 dans l'absolu, ça fait pas beaucoup, mais imaginez-vous la population du Perche à l'époque, c'est une des régions de France, c'est pas la moins peuplée, mais c'est pas une région très peuplée. Ça fait vraiment une saignée dans la population. Rien que pour Tourouvre, c'est la même année 40 jeunes hommes qui partent. Imaginez 40 jeunes hommes qui quittent un village de 1000 habitants d'un coup, ça représente vraiment quelque chose de conséquent. Nous sommes au début du XVIIe siècle. C'est comme si cette vague de départ avait provoqué un traumatisme qui alimente encore aujourd'hui l'imaginaire collectif, comme le démontre cette production théâtrale sur le thème du départ pour l'aventure et dont les héros se retrouvent en Nouvelle-France. Nous, là, nous sommes Iroquois. Le rideau tombe sur un hommage à la ville de Trois-Rivières et sur une danse à l'appellation troublante. Et pour commémorer la fondation de la ville de Trois-Rivières en 1634, 25 ans après celle de Québec, par le mystérieux sieur de la Violette, le quadrille de Rueil va vous interpréter une dernière danse, une toute petite danse qui a pour nom la danse de la Violette. L'appellation La Violette semble vouée au mystère même ici, au lieu dit La Violette, rattaché à la communauté de Poilé en Normandie, où l'origine de ce nom reste nébuleuse pour les historiens locaux. Au début de la colonie, c'est principalement de Honfleur, à l'embouchure de la Seine, que les navires levaient les voiles pour le Nouveau Monde. À plusieurs reprises, le navire de Samuel de Champlain est parti et arrivé du Vieux Bassin. La Violette aurait-il été de l'un de ces voyages? Son nom pourrait-il apparaître dans les archives municipales?
Donc, nous, ce qui est particulier, 1634, c'est des années où c'est des armateurs privés, pour l'essentiel, qui vont mobiliser des vaisseaux pour partir vers la Nouvelle-France. Je pense à partir de 1660, où est-ce que les gens sont obligés de s'enregistrer systématiquement, de sorte que, comme on voit ici, là, oui, là, tout à fait. On ne couvre pas les années. Bien. Mais je suppose que des registres devaient exister auparavant. Ouais. Mais ils n'ont pas été conservés pour une raison ou une autre. Ouais. Ou alors, Plusieurs des personnages clés de la colonisation en Nouvelle-France étaient huguenots, c'est-à-dire des Français d'obédience protestante. Mais les archives de Honfleur ne peuvent révéler si la Violette était du nombre. Puis, le Père Lejeune est à Trois-Rivières fréquemment, sinon il va y rester pendant un bon bout de temps. Puis il ne mentionne pas le commandant. Donc on s'est dit, ben c'est peut-être un protestant. oui, mais là, malheureusement, nous n'avons pas les registres de baptême, de mariage et d'inhumation des protestants. On en a retrouvé certains il n'y a pas très longtemps, mais ça ne remonte qu'à 1676. Oh. De nombreux convois à destination du Nouveau Monde partaient aussi de la ville côtière de Dieppe. Un monument aux découvreurs, posé dans le jardin du Canada Square, au pied du château, affiche les noms des personnages locaux qui ont bâti la Nouvelle-France. Rien sur la Violette, mais plusieurs d'entre eux étaient des Huguenots. Ces Huguenots donc, sont restés très importants dans cette partie de l'histoire. J'évoquais avec vous ce Duquesne père, le père d'Abraham Duquesne, qui, Huguenot de son état, devait piloter une mission vers le Canada en 1611. Et lorsqu'il a appris, par exemple, qu'on devait transporter des reliques d'un Saint-Laurent bien catholique, il a dit surtout pas, c'est pas moi qui pars, et du coup on a remplacé l'équipage. Bon. C'est donc ailleurs que le professeur Gendron devra poursuivre ses recherches. Elles seront plus fructueuses aux archives départementales. On est le 8 de mai, départ de Québec pour l'expédition La Violette, direction Trois-Rivières. D'après ce que je peux voir, oui, tous les gens sont fébriles. Il n'y en a pas beaucoup qui ont dormi beaucoup. Je crois que demain soir, ce soir, ça va dormir. En passant, le monde est très content. Il y avait toutes sortes de parties et le point culminant, c'était vraiment de mettre nos pratiques à l'épreuve. Vraiment le faire. C'est le départ, mais c'est une grande mission qui vous attend. 3 jours de temps, je vous souhaite un bon courage. Je connais le maire de Trois-Rivières, M. Lévesque. Le maire, qui n'est pas ici malheureusement, m'a demandé que vous le saluiez. Il a une lettre. Vous êtes des missionnaires, on vous souhaite du bon courage. Le fleuve va être avec vous, la température aussi. Et lâchez pas, c'est vraiment fantastique ce que vous faites. La température risque d'être moins plaisante parce que là, mais après ce que j'ai cru voir, on n'aura pas grand vent. Ça veut dire que ça va nous aider, on va avoir des eaux calmes ce matin. Ça va être très intéressant pour nous autres. Journée où tout le monde va avoir à y mettre du sien parce qu'il va falloir faire un gros travail d'équipe, des gros courants, des grosses marées.
m'inquiète un petit peu du fait que j'avais entendu parler que ça avait été difficile à cause de la marée descendante en dessous du pont de Québec. Donc les concessions sont accordées bien avant, évidemment, que la Violette s'en aille en bateau pour aller fonder le poste. Ça ici, ça se trouve à être la maquette en charpente, qui correspond, selon moi, à la barque de la Violette. Là-dedans, il rentre à peu près, là, on pourrait dire 30-40 hommes. On peut imaginer qu'il y avait un soldat ou deux, hein, mais c'est surtout, évidemment, c'est pour construire, ça va être des charpentiers. Ça va être des scieurs des scieurs de planches en long. Les difficultés, la première, bien sûr, c'est de franchir les ponts de Québec. On s'attendait à beaucoup pire que ça, fait que la surprise, c'était que ça a très bien été. Comment vous avez fait? Vous êtes des moyens courageux.